Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Kerwin Maïzo, analyste politique, Alexandre Kiedi, représentant UDPS France, et de notre éditorialiste Gemal Taleb. Et tout de suite dans l'actualité économique, la semaine africaine du développement a débuté le 23 mars et s'achève ce 28 mars. C'est Dakar, la capitale sénégalaise, qui abrite les assises, une édition placée sous le thème du chômage, de la croissance économique et des inégalités. Idelette Mirabel-Bissou. Quelles conditions pour assurer efficacement le développement du continent? Une question à laquelle tentent de répondre les autorités et les économistes à la semaine du développement africain qui se tient depuis le 23 mars à Dakar et qui prendra fin le 28 mars 2017. La croissance économique, les inégalités et le chômage sont entre autres les thématiques clés de cette rencontre. La transformation de l'Afrique contourne le secteur industriel et c'est le secteur tertiaire, les services qui sont gonflés alors que la productivité est très faible à ce niveau-là. Que faire? Que faire pour sortir de cet engrenage? Un engrenage constitué de faibles taux de croissance inexistante dans certains pays. La semaine du développement africain se penche sur les stratégies à élaborer pour renforcer la croissance inclusive, promouvoir l'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes. Des mesures visant à réduire les inégalités et la pauvreté sur le continent pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, ainsi que le programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour y parvenir, il faut transformer radicalement les économies africaines. Les économies africaines, après plus de 52 ans d'indépendance, nous sommes dans une économie presque de rente. Que ce soit l'économie agricole ou bien l'économie de rente, on n'arrive pas à nous industrialiser. Ce qui fait que il y a le chômage, ce qui fait qu'il y a la migration. Faiblement industrialisée, la valeur ajoutée de l'industrie de l'Afrique par rapport au PIB tourne autour de 10%. À cela s'ajoute l'insécurité alimentaire, énergétique, climatique et économique. Réunis à Dakar au Sénégal, les experts du continent veulent sortir de ce conclave, proposer des solutions durables et efficaces aux facteurs qui ralentissent le développement économique du continent. Gemal, arriver à une croissance inclusive, c'était l'un des thèmes de cette semaine du développement. Pour le développement du continent, c'est toujours la principale problématique en Afrique. Moi, je crois, encore une fois, je fais partie, nous ne sommes, semble-t-il, pas très nombreux, au tournant de la croissance africaine. Et je suis persuadé que le seul continent sur lequel il y a un levier et un vivier de croissance qui est absolument indéniable, c'est le continent africain. Et dans les 10, 15, 20 prochaines années, nous aurons sans aucun doute une croissance soutenue à 2 chiffres. Évidemment, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que notre sujet, donc, c'est la semaine africaine de développement. On se développe quand on produit, on se développe quand on crée de la valeur ajoutée, on se développe quand on est capable de consommer ce qu'on produit, on se développe quand on est capable de créer un marché intérieur qui fonctionne. Ce sont les conditions. Et puis, on se développe si on est capable de créer de la formation, créer une classe moyenne et créer de la réglementation pour garantir tout cela. Tout cela sur le continent africain, malheureusement, n'y est pas encore. L'électricité, 23%, l'Internet est faible, les routes sont cassées, la réglementation, quand elle existe, elle n'est pas respectée, l'outil de l'appareil judiciaire ne fonctionne pas du tout. Et donc, nous sommes encore dans une difficulté beaucoup trop grande. Nous pouvons gloser, nous aimons cela. Nous pouvons faire des séminaires à longueur de journée, matin, midi et soir. Ça ne changera rien. Ce qui changera la donne, c'est quand on aura compris définitivement que la ressource la plus importante, nous la possédons, c'est la ressource humaine. Développons-la, parions un peu sur elle, préparons un peu son avenir et donnons-lui l'outil qu'il faut pour qu'elle se développe, c'est-à-dire développer le cerveau, l'intelligence humaine. Or, celle-ci, on est capable de la faire. Pour le reste, c'est bien et il faut continuer à le faire. Cela dit, je pense et je suis persuadé que dans 10, 15, 20 ans, nous le ferons absolument. Tijani Cham, qui est l'un de mes idoles sur le continent africain, disait une chose très jolie. Il dit « Je ne croyais pas que j'allais vivre l'optimisme africain un jour. » Eh bien, il est en train de le vivre. Et il dit « Je le vis actuellement. » Eh bien, il disait une phrase encore très jolie. Si vous voulez que le continent africain se développe, il y a 3 mots. L'école, l'école, l'école.
Alors juste, on n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet, mais juste un petit point sur cette semaine du développement. Les travaux du comité devraient aboutir à la mise en place d'un mécanisme de prélèvement de 0,2% sur une liste de produits importés, et ça afin de financer les opérations de maintien de la paix, afin de permettre aux forces africaines de s'affranchir des financements de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une excellente initiative, mais je pense que si on pouvait faire la même chose pour faire un mécanisme intégré de formation professionnelle, si on pouvait en même temps, parce que je ne minimise pas, c'est très important, et je pense que les conflits, vous savez, en Europe et ailleurs, quand vous parlez du continent africain, on parle de conflits. Il n'y a plus tant de conflits qu'auparavant. Il y en a encore, vous l'avez cité tout à l'heure au Congo, on ne les cite pas beaucoup. Il n'y en a plus comme avant, mais il y en a encore. Et donc, mettre les moyens qu'il faut pour que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent en charge leur propre destin en matière de maintien de la paix, c'est une excellente chose. Vous savez, l'Union africaine a créé ce qu'on appelle la RECAMP, donc la mobilisation africaine pour le maintien de la paix, mais elle est financée par l'Union européenne. Donc, elle a ce qu'elle veut dire, elle aura évidemment le poids qu'elle a. Et donc, si les Africains comprennent qu'il va falloir trouver un prélèvement, mais enfin, qui dit prélèvement, dit quoi? Dit impôt. Un impôt, malheureusement, il n'y a pas une autorité supranationale africaine capable de le faire. Donc, il faut que chaque État concède à une taxation de ce niveau-là. Je n'y crois pas beaucoup. Mais je pense que le faire par 10, 15, 20 pays, c'est beaucoup plus... 20, c'est beaucoup. 10, 15 pays, c'est beaucoup plus jouable. Mais enfin, si encore une fois, je me répète, on était capable de le faire dans le domaine de la formation, notamment la formation professionnelle, et qu'on mettait en place des mécanismes régionaux de formation, c'est, de mon point de vue, en même temps que le maintien de la paix, un mécanisme évident de développement naturel. Merci. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, formation et insertion professionnelle étaient au cœur du salon de l'emploi direct. Il s'agissait de la 2e édition de l'événement. L'objectif principal étant de favoriser un cadre de dialogue entre demandeurs d'emploi et employeurs. Idolette Mirabal-Bissou. L'emploi des jeunes, un véritable défi en Côte d'Ivoire. Le Salon de l'emploi direct, qui a sa 2e édition, nourrit pour ambition de faciliter l'accès à l'emploi. L'objectif de cette rencontre professionnelle est de régler les problèmes de formation et d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Dans ce salon, ce que j'ai appris, c'est que d'abord, il ne faut pas rester derrière pour juger. Il faut venir d'abord au salon de l'emploi jeune pour pouvoir t'imprégner de beaucoup d'informations. Je suis vraiment très satisfait, très comblé, parce que je n'étais pas vraiment seul. Il y avait beaucoup de jeunes. Ça m'a beaucoup vraiment encouragé. Des activités de promotion de l'emploi local des agences régionales et points de service étaient au programme. L'objectif du Salon de l'emploi direct est aussi d'instaurer un cadre de dialogue entre les demandeurs d'emploi et les employeurs afin de valoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Le besoin en termes de demande d'emploi s'exprime en millions. Et la capacité de l'État de faire face à la demande s'exprime souvent en milliers. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à l'attente et la demande des jeunes. C'est pour ça que nous leur disons, l'État vous accompagne sur un minimum, mais nous vous encourageons à aller vers l'auto-emploi. Durant le Salon de l'emploi direct 2017 en Côte d'Ivoire, des jeunes ont bénéficié d'ateliers de formation, de possibilités d'inscription sur le répertoire de l'événement et des visites sur des stands de recrutement. Ce salon offre près de 5000 opportunités d'emploi à chaque édition selon les organisateurs. En Côte d'Ivoire, des initiatives comme celle-ci ont permis à 12 000 jeunes de voir leurs projets financés par le gouvernement. Alexandre Kido, ce type d'événement qui met en prise directe des demandeurs d'emploi et des employeurs peut amener à des résultats concrets d'après vous? Justement, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. Mais pour le faire, il faut avoir aussi des bassins d'emploi pour emmagasiner tout ce monde qui vient pour se former, pour se préparer, pour construire quelque chose de nouveau en Afrique. Moi, ce que je veux dire, l'Union africaine ne se base que sur la politique. Ce n'est pas une union comme en Europe, ici l'Union européenne, qui se base sur l'économie. Si nous n'arrivons pas à faire de l'Union africaine une union économique, nous n'allons pas progresser du tout. Puisque moi, j'entends parler de la croissance. Et moi, je vous mets au défi. Demandez la plupart des gens qui parlent de la croissance, dites-leur de définir la croissance. C'est quoi la croissance? C'est quoi? C'est un mot. Les gens le prennent comme un mot, comme une évolution de T1 à TD. C'est tout. Mais c'est quoi la croissance? Il faut que les gens remettent les gens au travail. Voilà. En Afrique, je ne dis pas que les gens ne travaillent pas, mais on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir mettre en exercice leur force du travail, donc travailler. Mais à quoi, d'après vous, sont dus ces problèmes d'insertion des jeunes, comme on le voit en Côte d'Ivoire? C'est un problème de formation? Oui. D'offres? Si. On ne forme pas les gens pour qu'ils restent au carreau. On les forme parce qu'on prévoit
d'offres. Il faut qu'en économie, il faut savoir se projeter vers l'avant. Il faut savoir avoir une pensée vers la dynamisation vers l'avant. Il faut préparer ces jeunes-là lorsque vous allez voir dans quel domaine sont-ils préparés ces jeunes-là. Ils sont préparés dans quel domaine? Dans le domaine dans le service, dans le domaine du commercial, dans plusieurs domaines. Donc on pense que dans l'avenir, ces genres de marchés viendront en Afrique et pour que ceux qui viendront, les investisseurs, ne puissent pas se trouver mal à avoir embauché des jeunes. Donc moi je pense que l'idée est bonne. Il faut faire en sorte que l'offre d'emploi trouve la demande du travail sur les marchés. Donc pour vous, il y a une inadéquation entre le marché de l'emploi et les formations actuelles. Mais puisque d'abord, il faut définir qu'est-ce que l'offre d'emploi et qu'est-ce que la demande du travail. Voilà. Et qu'est-ce que la demande d'emploi. Il y a une différence. Les gens s'embrouillent beaucoup là-dedans. Quand on fait l'offre d'emploi, c'est ce que vous dites dans les journaux. L'entreprise telle offre d'emploi à ceux qui viennent. Mais quand on dit demande d'emploi, c'est les bras, ce sont les hommes, les ouvriers qui demandent un emploi. Kerwin Maïso, que pensez-vous de ce salon emploi direct en Côte d'Ivoire? Faire des salons, c'est très intéressant. Si on pouvait déjà consacrer cet argent à créer des emplois, ça serait une bonne chose. Mais le problème avec la plupart des pays africains, c'est que on a une culture des diplômes, c'est-à-dire fabriquer des têtes bien pleines, mais pas des têtes bien faites. Alors, ce qu'il faudrait faire en Afrique, c'est plutôt favoriser la formation professionnelle, les métiers. Mais tout, c'est la favorisation de la formation professionnelle des métiers va de pair avec la démocratie, parce que si l'État est en déliquescence, on ne peut pas avoir des structures qui œuvrent pour la création des emplois. Et puis, il y a une deuxième chose très importante à dire sur les domaines, c'est qu'il faudrait d'abord réformer les programmes scolaires. En Afrique, ce n'est pas adapté. Et ne pas mimer l'Occident, c'est-à-dire que former les gens par rapport aux besoins locaux, des gens opérationnels tout de suite, et des gens qui seraient efficaces dans les domaines où l'Afrique est le plus demandeur, notamment... pas seulement les tertiaires, hein, parce que généralement les universités forment les gens pour devenir des fonctionnaires. Or, dans des pays où on a un besoin de développement énorme, il faut former des maçons, des menuisiers, des sidérurgistes, des informaticiens, enfin bref, des métiers, et valoriser ces métiers. Parce qu'en Afrique, tout parent rêve à ce que son enfant devienne avocat, médecin, il peut être aussi maçon et avoir un boulot respectable et respectable. Ouais. Voilà. Schéma, les formations ne sont pas adaptées au marché de l'emploi en Afrique, c'est le principal problème? Non, moi je suis pas un intellectuel et je préfère aller sur des choses beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simples. Je m'excuserai évidemment à côté de mon voisin qui lui est un intellectuel. Moi je pense que un pays qui connaît de la croissance s'enrichit, offre de l'emploi quand il produit. C'est tout bête. Vous créez une entreprise, l'entreprise produit donc un bien de consommation donné, et le bien de consommation est fabriqué par des gens, ces gens ont du travail, ils ont la formation adéquate pour le travail qu'ils ont, chaque pays a une spécialité dans tel ou tel domaine, la population le consomme et l'économie fonctionne comme ça. Pendant très longtemps, on avait une usine du monde qui s'appelait l'Angleterre. Elle ne l'est plus, sauf qu'en substitution, elle a un système bancaire, un système des assurances qui fonctionne bien. Et puis, c'est la première place financière européenne, enfin, pour quelque temps encore, je ne sais pas pour combien, depuis qu'ils ont décidé de quitter l'Union européenne, mais en tout cas, qui fonctionne bien. Depuis, c'est devenu la Chine. Et regardez, la Chine, ça va où? Vers l'Éthiopie. Et à chaque fois qu'on produit, qu'on crée de la valeur ajoutée, qu'on crée de l'emploi, on s'enrichit. Il n'y a pas de miracle. Si les Africains veulent s'enrichir, ils n'ont qu'à produire un peu ce qu'ils consomment, nous serons 1 milliard. Donc nous ne sommes pas capables de produire ce que nous consommons et que nous formions nos besoins en fonction de notre consommation et notre production, nous serons riches. C'est tout. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Au Nigeria, plus de 50 000 emplois ont été créés suite à la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement fédéral et celui du Maroc. Un accord qui a également abouti à la production de 1,3 million de tonnes d'engrais sur le territoire nigérian. Les cargaisons de phosphate fournies par le Maroc ont été envoyées à plusieurs usines de transformation au Nigeria. Alexandre Kiedi, cette coopération nigériane-marocaine, c'est un bel exemple de coopération intra-africaine? Oui, moi, là, je suis d'accord. Il faut aider son voisin lorsqu'il est à court, voilà. Mais il ne faut pas non plus lui donner gratuitement. Il faut lui faire savoir que toute opération a un coût. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, moi, en Afrique, regardez l'exemple de l'Europe. Nous ne sommes pas venus ici pour rien. On a vu ici. On voit ici comment ils interchangent un peu
ils interchangent un peu le commerce des biens. Nous aussi, nous pouvons le faire. Mais faire comme mon voisin a dit ici, qu'on se spécialise sur des domaines comme à l'époque, l'ancienne théorie de l'économie internationale, où on se spécialise, quand on est relativement beaucoup plus riche que l'autre par rapport à tel bien, tel produit, on ne fait que ça. Non. Moi, je pense que si on commence déjà, on peut le faire, puisque plusieurs Africains, vous voyez, ceux qui viennent ici, qui traversent la mer, l'océan, qui meurent ici, ils abandonnent leur pays. Vous savez, abandonner son pays, c'est lourd, c'est très triste. Je crois que si on crée des bassins d'emploi, partout où ils sont, ces gens-là ne viendront pas ici. Je crois qu'il faut encourager l'installation de l'investissement plutôt autour de ces bassins d'emploi, parce que nous avons des bassins d'emploi, nous avons des bassins de production, nous avons tous ces mines-là que nous avons, tous ces terres agricoles que nous avons. Nous pouvons garder nos citoyens chez nous en leur donnant le maximum pour qu'ils puissent vivre bien. Merci. Voilà. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le second volet de cette semaine consacré aux oppositions politiques. Caroline Maïzo, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Alexandre Kiedi, merci également. Merci Fanny. Et Gemal, merci d'avoir été là. Merci et bonsoir à ceux qui nous regardent. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.